Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « À quoi bon vivre ?» film radiophonique de Franck Legris. Avec Jacques Morel, Henri Poirier, Jacques Sapin, Philippe Dumas, Marcel Lestan, Louis Perdoux et Nicole Verville. Prise de son Jean Deloron, collaboration technique Geneviève Laureau, assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard. Vous êtes sûr que je ne vous dérange pas? Il est plus de minuit, je sais pas si... Vous ne jouez pas ridicule, Pierre. Je veux prendre l'avion de 7h à Orly, il faut donc que je vous donne ce dossier maintenant. Oui, c'est vrai. Non, je vous demande seulement de ne pas faire de bruit, Jacqueline a le sommeil léger, je voudrais pas la réveiller. Entrez dans mon bureau, par là. Passez. Après tout, nous aurions pu attendre votre retour de Londres. Hein. Oh, certainement pas, vous avez entendu le vieux Tuzan pendant le dîner. Non, il faut régler cette affaire tout de suite, sans ça, elle nous passera sous le nez. Vous voulez boire quelque chose? Un petit scotch. Bon, bah alors attendez, je vais chercher des glaçons. Hein. Oh, zut! Jacqueline est réveillée. Il y a de la lumière dans la salle de bain. Attendez-moi une seconde, hein, je vais voir si elle n'a besoin de rien. D'accord. Pierre! Oui? Vous m'appelez Philippe? Pierre! Pierre, venez voir. Oh mon Dieu. Allô? Allô, police secours? Monsieur Verniol. Moi-même. Commissaire Legrand. Je vous attendais, monsieur le commissaire. Entrez. Merci. Il y a déjà un inspecteur. Ah, Courtin. Ça fait longtemps que t'es arrivé, toi? Bonsoir, patron. J'allais quitter la boîte quand monsieur Verniol a téléphoné, alors je suis venu tout de suite sans vous attendre. Ah, t'as bien fait. Vous permettez, messieurs? J'aimerais donner un coup de téléphone à une amie de ma femme. Elle voudra certainement venir. Faites, monsieur, je vous attends ici. Merci, monsieur. Alors, Courtin. Voilà, le type a téléphoné à 0h19. Il venait de trouver le corps de sa femme tué dans la baignoire. Il était seul? Non, son associé Pierre Mazère était avec lui. J'ai relevé son identité et je l'ai laissé rentrer chez lui. Hein. Et la victime, c'est Madame Verniol, née Jacqueline Le Castelet, 31 ans. Elle a été assommée dans sa baignoire avec un flacon de sel de bain, un gros machin très lourd. Le médecin légiste est là avec les gars d'identité judiciaire. Pas d'empreinte sur le flacon, c'est du cristal taillé. Oui, qu'est-ce qu'il dit, le toubib? Il peut rien affirmer avant l'autopsie, mais il pense que le choc n'a pas suffi à tuer la victime. On a frappé la femme sur le haut de la tête. Oui, c'est pas du travail de professionnel. Non, il pense qu'elle a seulement perdu connaissance et qu'elle est morte noyée. Et la baignoire était pleine. Impossible de fixer l'heure du décès avec exactitude, l'eau était chaude. Ça a retardé la rigidité. Et il estime que le meurtre a eu lieu entre, 19 et 22 heures. Ah ben, c'est précis. En tout cas, il y a une indication que je peux vous donner, moi. La victime avait dîné avant de prendre son bain. Ah oui, et puis ça, j'ai fureté un peu dans l'appartement, vous attendant, patron. Et j'ai trouvé dans la cuisine les restes d'un dîner froid. Poulet en gelée, salade, fruits, et aussi 2 couverts sales. Autrement dit, Madame Verniol a dîné avec quelqu'un, puis son hôte est parti. Est allé se baigner, et quick. Et que disent les domestiques? Tu les as interrogés? Pas encore, patron. Ils sont 2. Une bonne à tout faire et le chauffeur. La bonne n'était pas là, c'est son jour de sortie. Elle est partie à midi et ne rentrera que demain matin. Enfin, c'est-à-dire tout à l'heure. Quant au chauffeur, il était avec monsieur Verniol toute la soirée. C'est tout? Il n'y a pas longtemps que je suis arrivé, patron. Bon, d'accord. Fais un saut à la boîte. Va voir au sommier si on a quelque chose sur tous ces gens-là. La victime, le mari, l'associé, la bonne et puis le chauffeur.
Renseigne-toi aussi sur l'ami à laquelle Philippe Vergnol est allé téléphoner, là. Pour qu'il l'appelle au milieu de la nuit, ils doivent être intimes. Tiens, le voilà. C'est fait, je l'ai prévenue. Elle sera là dans un quart d'heure. Vous êtes très lié avec cette dame? Ma femme l'était, monsieur le commissaire. Elle se connaissait depuis toujours. Elle s'appelle? Mireille Lussac. 24 rue du Pont-des-Loges. Bon, bah alors, j'y vais, moi. Hein. À tout à l'heure, patron. Tout à l'heure. Au revoir, monsieur. Au revoir, inspecteur. Dans quelles circonstances avez-vous trouvé le corps de votre femme, monsieur Vergnol? Je revenais d'un dîner d'affaires, monsieur le commissaire. J'étais accompagné par mon associé. Oui, nous sommes propriétaires conjointement d'une affaire d'importation d'objets d'art en provenance d'Extrême-Orient. Je devais partir ce matin de très bonne heure à l'étranger et je désirais lui remettre le dossier d'une affaire urgente. J'ai vu de la lumière dans la salle de bain. Ça m'a surpris car ma femme avait l'habitude de se coucher de très bonne heure. Alors je suis allé voir. Ah, c'est curieux. C'est curieux comme ces choses-là paraissent banales quand on les raconte. Monsieur Vergnol, je sais ce que ma présence ici au milieu de la nuit peut avoir de pénible. Et pourtant, je dois vous poser certaines questions. Votre femme avait-elle des ennemis? Enfin, tout au moins des personnes dont elle se serait, pour une raison ou une autre, attiré l'inimitié? Mais non seulement ma femme n'avait pas d'ennemis, monsieur le commissaire, mais elle n'avait que des amis. Bah oui, mais pourtant quelqu'un l'a tuée. Bon, autre chose, il semble que madame Vergnol ait partagé un dîner froid avec une autre personne. Attendait-elle des visites? Pas à ma connaissance, non. Peut-être Mireille, cette amie à laquelle je viens de téléphoner. Il lui arrivait souvent de venir voir Jacqueline en fin d'après-midi et de rester dîner. Bah, je lui demanderai quand elle sera là. Bon, maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois vous poser une question délicate. Votre femme et vous-même, Monsieur le commissaire, nous formions ce qu'il est convenu d'appeler un ménage uni et heureux. Comme si de tels mots avaient un sens maintenant. Enfin, tous nos amis vous le confirmeront. Notre plus grande joie était de passer une soirée seuls, tous les deux en tête à tête. Malheureusement, ma profession m'oblige à sortir beaucoup, à voyager souvent et... Madame Vergnol vous accompagnait jamais? Non, très rarement. Jacqueline, voyez-vous, avait horreur du bruit, de la foule. Sortir, voyager était pour elle un supplice. Elle préférait rester chez elle, seule, au calme, à m'attendre. Monsieur Vergnol, le médecin légiste ne peut encore fixer avec précision l'heure du décès de votre femme. Il la situe entre 19 et 22 heures. Où vous trouviez-vous à ce moment? Comment dois-je interpréter votre question, monsieur le commissaire? Vous avez fait état de votre désir d'aider la police. Je dois savoir où se trouvaient à l'heure du meurtre les personnes qui constituaient l'entourage de madame Vergnol. J'espère que vous pardonnerez ma brusquerie, monsieur le commissaire, mais mes nerfs sont mis à rude épreuve. Je vous en prie. J'ai passé la journée d'hier à Orléans. J'en suis parti vers 19h30. Les clients avec lesquels je me trouvais pourront en témoigner. J'étais invité à un cocktail près de la porte d'Orléans. J'y suis allé directement sans repasser chez moi. Et vous avez fait le trajet seul? Oui, avec mon chauffeur. Je suis arrivé à ce cocktail à 9h exactement. Oui, je me souviens de l'heure car il était assez tard et j'ai prié la maîtresse de maison de m'en excuser. Alors je ne suis resté que 10 minutes ou un quart d'heure et je suis allé retrouver mon associé, Pierre Mazère, qui m'attendait pour dîner avec Émile Tuzan, l'expert. Enfin, j'ai dû arriver au restaurant vers 10h moins le quart. Oui, j'étais de nouveau en retard et Tuzan était furieux. Il a le souci de l'exactitude et il vous confirmera certainement l'heure exacte. Enfin, vous pouvez constater que je n'avais guère le temps de rentrer chez moi à l'autre bout de Paris. Qui possède les clés de votre appartement? Mais... moi? Ma femme? Puis c'est tout. J'imagine que la bonne a les clés de la porte de service. Pourquoi? Madame Vergnol a été tuée dans son bain. Alors il n'y a que deux hypothèses acceptables. Ou bien votre femme a laissé son visiteur, la personne qui a dîné avec elle, partir seule, sans l'accompagner jusqu'à la porte. Le meurtrier fait une fausse sortie, claque la porte, puis se cache, et attend le moment où il pourra surprendre sa victime et la tuer. C'est épouvantable. Et la deuxième hypothèse? La deuxième, c'est le meurtrier avait la clé. C'est impossible. À première vue, oui. Votre femme avait-elle de la famille? Son père, Raoul Le Castellet. Il va d'ailleurs falloir que je lui téléphone pour le prévenir. Il habite Paris? Non, Bordeaux. Vieille famille de la région. Oui, mon beau-père est très imbu de sa supériorité. Il n'a pas encore pardonné à sa fille de m'avoir épousé. Il vit des revenus de sa fortune, des produits de ses domaines. Quelques centaines d'hectares de vignes dans le sud-ouest.
Pour lui, le commerce des objets d'art, qui est mon métier, est une forme avilie de mercantilisme. À ses yeux, je ne suis qu'un brocanteur. Et il considère que sa fille s'est mésalliée en vous épousant. Exactement. Oh, ça ne l'empêche pas de venir régulièrement passer quelques jours ici tous les 2 mois. Mais enfin, nous ne sommes pas dans les meilleurs termes. Oui. Madame Verniol avait de la fortune? En principe, oui. Comment ça, en principe? Ma fortune personnelle est suffisante pour que ma femme ait toujours pu mener une vie confortable. Enfin, très confortable. Je me suis toujours refusé à ce qu'elle touche à sa fortune personnelle, que son père gère comme il l'entend. Je ne donnais pas ce que mon beau-père considère que son trafiquant de gendre était en plus un aigrefin, vivant au crochet de sa femme. Oui, je comprends. Vous permettez? Je suppose que c'est Mireille. Vous en prie. Oh, Philippe, mais c'est épouvantable. Que s'est-il passé? Mireille, je vous présente le commissaire Legrand. Monsieur. Madame Lussac. J'espère que vous me pardonnerez de vous avoir téléphoné à 5 heures du matin. Je vous en prie, Philippe, ne soyez pas ridicule. Je regrette seulement que vous ne m'ayez pas appelé plus tôt. Vous connaissez les sentiments qui m'unissaient à Jacqueline. Où est-elle? Est-ce que je peux la voir? Non, je pense qu'il faudrait mieux vous attendiez encore quelques minutes, madame, le médecin légiste. Je vais aller auprès d'elle. Je vous préviendrai aussitôt que vous pourrez venir, Mireille. Je vous laisse avec le commissaire. Madame, vous étiez une amie intime de madame Verniol, je crois? Oh, sans exagération, j'étais sa meilleure amie, peut-être la seule. Jacqueline se liait très peu, vous savez. Elle ne rencontrait presque personne. Nous étions amis d'enfance, commissaire. Ah, vous êtes également originaire de Bordeaux? Oui. Oui, nos mères se connaissaient avant notre naissance. Nous n'étions pas de la même condition sociale, pourtant nous sommes allés à l'école ensemble. J'ai toujours été la confidente de Jacqueline, en quelque sorte. Monsieur Lussac... Mon mari est mort il y a 6 ans, commissaire. Il était ingénieur à Bordeaux. C'est d'ailleurs la seule époque de ma vie où j'ai été séparée de Jacqueline. Oui, au moment de mon mariage. Je suis alors restée à Bordeaux, tandis qu'elle a suivi Philippe à Paris. Et puis mon mari est mort à la suite d'un accident d'automobile, alors je me suis trouvée presque sans ressources du jour au lendemain. Il avait une petite assurance vie et j'ai touché un capital très modeste. Insuffisant pour vivre, en tout cas. Alors Jacqueline l'a appris et m'a aussitôt proposé de m'aider. Elle vous a fait venir à Paris? Oui, elle m'a aidé à trouver du travail grâce aux relations de son mari. Je parle couramment anglais et elle m'a procuré des traductions. Ça me permet de joindre les deux bouts, sans trop de mal. Quand avez-vous vu madame Verniol pour la dernière fois? Hier soir. Hier soir? Oui, hier soir. Je suis passée ici vers 6h30, comme ça m'arrivait souvent. Et vous avez dîné avec elle? Non. Non? Non, Jacqueline ne m'a pas invitée à dîner, comme elle le faisait très souvent lorsque Philippe ne rentrait pas. Hier soir, elle attendait quelqu'un. Qui? Ah, ça, je l'ignore. Elle m'a seulement dit qu'elle attendait une visite. Une visite importante, a-t-elle précisé. Mais elle n'a pas jugé utile de me dire de qui il s'agissait. Vous êtes resté combien de temps? Oh, pas très longtemps. Une demi-heure, peut-être. Je n'aime pas me sentir importune. J'ai dû repartir vers 7h. Vous êtes rentré chez vous? Non, je n'avais pas envie d'être seule, alors j'avais pensé que je resterais avec Jacqueline. Je suis allée au cinéma. Seule? Oui, naturellement, seule. Mais vous me suspectez, commissaire. Oh, non, madame, je m'informe seulement. Qu'avez-vous fait après être allé au cinéma? Je suis rentrée chez moi vers 10h30. Et vous n'avez rencontré personne entre le moment où vous dites avoir quitté madame Verniol vers 19h et votre retour chez vous aux environs de 22h30? Mais personne, en effet. Mais pourquoi ces soupçons? Mais non, je ne soupçonne personne encore, madame. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, au mystérieux visiteur de madame Verniol. Celle-ci a été tuée entre 19 et 22 heures. Autrement dit, cette personne, si elle est effectivement venue la voir, a de fortes chances d'être le meurtrier. Vous n'avez vraiment aucune idée de son identité? Aucune, ça, aucune. Je ne sais rien de plus que ce que je vous ai dit. Une visite importante, ce sont les propres thèmes de Jacqueline. Mais enfin, vous ne trouvez pas curieux, alors que vous étiez la meilleure amie de madame Verniol, qu'elle ait été aussi mystérieuse à votre égard?
Vous avez vous-même employé tout à l'heure le mot de confidente. Non, peut-être me suis-je mal exprimé, commissaire. Jacqueline me faisait des confidences, oui, mais enfin, pas toutes ces confidences. Elle ne me parlait que de ce dont elle avait envie. C'était d'ailleurs son droit le plus strict, et je n'ai jamais songé à le lui reprocher. Oui, naturellement. Et alors, sur quoi portaient ces confidences? Oh, vous savez, commissaire, ce dont peuvent parler deux femmes qui se connaissent depuis longtemps. Nous bavardions de tout et de rien. Ah oui, mais de tout et de rien, c'est un peu imprécis, vous trouvez pas? Jacqueline était souvent nerveuse, très nerveuse. Elle avait un tempérament inquiet, se laissait facilement bouleverser par des petits faits sans importance. Il suffisait que Philippe soit en retard de quelques minutes le soir pour qu'elle s'imagine les pires choses. Un accident? Oui, des accidents. Ou alors elle le croyait attardé chez une maîtresse. Ah, parce que M. Vergnol... Mais non, commissaire, ne cherchez pas des sous-entendus dans mes paroles. Vous m'avez demandé de quoi nous parlions, Jacqueline et moi. Je vous le dis, un point c'est tout. Oui. Donc Mme Vergnol était jalouse. Et pensez-vous que sa jalousie fut justifiée? Philippe a toujours été un excellent mari, très attentionné pour sa femme. Il l'entourait encore des mêmes prévenances qu'au lendemain de leur mariage. Jacqueline était une femme heureuse et je doute que son mari l'ait trompée. L'image même de la félicité conjugale, en somme. Cela peut arriver, commissaire. Oui. Jacqueline a eu cette chance. Elle a eu beaucoup de chance, un mari affectueux, la fortune. Et avait-elle des ennemis? Mais non. Non, Jacqueline était assez effacée. Elle n'aimait pas discuter, épousait toujours le point de vue de ses interlocuteurs, de quelque sujet qu'il s'agisse. Pourquoi, par gentillesse? Non, par souci d'éviter tout risque de querelle. Quelles étaient ses relations avec les domestiques? Ses relations? Oui. Elle n'en avait pas. Non, les Castellet sont une des grandes familles du Médoc, des gens d'une autre époque, enfin d'un autre siècle. Sa femme de chambre, le chauffeur de son mari, n'étaient pas des êtres humains, à ses yeux. Oui. Elle sortait peu, je crois. Son état de santé, commissaire... Ah, elle était malade. Bon, pas exactement malade, mais enfin... Elle avait une peur panique du bruit, de l'agitation. Elle restait dans son boudoir pendant des heures entières, cloîtrée, sans mettre le nez dehors, sans voir personne. C'est ainsi qu'elle était heureuse, seule chez elle, attendant le retour de son mari. Mais elle n'a jamais essayé de se faire soigner, ça? Pourquoi? Encore une fois, elle était très heureuse ainsi. Le téléphone à cette heure-ci, c'est probablement pour moi. Vous savez où se trouve l'appareil? Oui, commissaire, dans l'entrée. Ah, la sonnerie est arrêtée. Oh, c'est Philippe qui a dû répondre. Ouais. C'est toujours lui qui décroche quand il est là. Jacqueline n'aimait pas le téléphone, qu'elle trouvait indiscret, presque grossier. Elle considérait cette sonnerie stridente comme la pire des incorrections. Disait toujours que l'on ne devrait pas déranger ses amis. Je viens de recevoir un coup de téléphone inattendu. Mon beau-père. Votre beau-père? Il appelait de Bordeaux? Non, de Paris. Il a paru très étonné que ce soit moi qui réponde. Il est à la gare d'Austerlitz et venait voir sa fille. Je lui ai annoncé la nouvelle. Il sera là dans 10 minutes. Philippe, est-ce que je peux aller... Oui, Mireille. Allez-y. Vous permettez, commissaire? Oui, maintenant, je vous en prie, madame. Merci. L'arrivée de votre beau-père semble vous surprendre, monsieur Vergnol. En effet, il n'a pas l'habitude de faire des apparitions inopinées. Il prend généralement bien soin d'annoncer son arrivée plusieurs jours à l'avance. Il manifeste avec beaucoup d'ostentation son désir de ne pas me déranger. Cette arrivée sans tambour ni trompette à 7h moins le quart du matin, c'est pas son genre. Votre femme l'avait peut-être prévenu que vous ne seriez pas là. Vous m'avez dit vous-même tout à l'heure que vous deviez partir à l'étranger de très bonne heure ce matin. Oui, mais ma femme n'avait pas l'habitude de profiter de mes absences pour recevoir en cachette, monsieur le commissaire. Fût-ce son propre père. Dans sa conception de l'honnêteté conjugale, elle n'était pas celle que vous paraissez croire. Excusez-moi. Le médecin légiste est parti il y a quelques minutes. Il m'a prévenu qu'il était obligé de faire enlever le corps de ma femme pour... Est-ce vraiment nécessaire? Je crains que l'on ne puisse y échapper, monsieur. C'est assez pénible. Oui. Il m'a dit que le fourgon arriverait d'ici 1 heure. J'aimerais en attendant rester près d'elle. Vous avez encore besoin de moi, monsieur le commissaire? Non. Je vous demanderai simplement de passer à mon bureau dans la matinée pour signer votre déposition. Quai de l'Horloge, 10 heures, si vous voulez bien. C'est entendu. Déjà? Il n'a pas pu venir si vite. Non, c'est probablement l'inspecteur Ourtin. Vous dérangez pas, je vais aller ouvrir moi-même.
Ça y est, patron. Bon, t'as les renseignements? Oui, et pas sans mal. Le planton de garde au sommier, il a le sommeil lourd. J'ai dû le secouer pendant 5 minutes avant qu'il comprenne seulement de quoi il s'agissait. Bon, c'est passionnant. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Des tas de trucs, patron. Alors, d'abord, la victime. Oui. Madame Vergnol. Rien. Inconnue. Bon, c'est inconnu. Oui, à tout point de vue. Elle n'a jamais fait parler d'elle. N'a jamais eu maille à partir avec la police. Inconnue à la mondaine, inconnue au fichier politique. Inconnue, quoi. C'est à se demander si elle a jamais existé. Bon, bah, tu sais, il y a quelques millions de personnes dont les sommiers n'ont pas de traces. Bon, alors, à part ça. Le mari, Oui. Philippe Vergnol, casier judiciaire vierge, Oui. jouit d'une excellente réputation dans les milieux professionnels. C'est un type sérieux, un importateur en renom. Jamais eu d'ennui avec la douane. On le consulte de temps en temps quand il s'agit d'objets d'art oriental, à titre d'expert, et d'après ce que l'on sait, il dispose d'une grosse fortune. Alors comme ses affaires marchent bien, la dite fortune se développe harmonieusement. Belle conduite pendant la guerre, Légion d'honneur à titre militaire, ne fait pas de politique. Oui. Bon, alors maintenant il y a son associé, Oui. Pierre Mazère. C'est à peu près la même chose, seule différence, il est célibataire et mène une vie de patachon. Tandis que Vergnol a la réputation d'être un type sérieux, rangé. Ça, s'il fait des frasques, elles sont discrètes. Bon, les autres, alors. Alors nous avons le père de la victime, Raoul Le Castelet. Gros propriétaire terrien dans le sud-ouest, ancien officier de cavalerie. Mais il a eu quelques petits ennuis. Oui, enfin, du genre coups et blessures. Rien de grave, mais un caractère de cochon. La réputation d'être plutôt vindicatif. 2 duels avant la guerre. Vous voyez le genre? À part ça, rien à en dire. Veuf depuis 20 ans, des vignobles qui rapportent gros, pas de scandale autour de son nom. Et les domestiques, maintenant. Alors, nous avons la bonne, une petite oie blanche, débarquée du fin fond de sa province il y a 3 ans, s'est immédiatement placée chez les Vergnol et n'en a pas bougé depuis. Elle sort régulièrement avec un flic, alors... Comme tu dis. Bon, bah, mon vieux, elles sont un peu ternes, tes révélations, tu crois pas? Ah ben oui, attendez, patron. Ah, bon. J'y viens. Bon. La bonne amie, d'abord, Mireille Lussac, mène une vie nettement au-dessus de ses moyens. Ah. Fait des traductions à l'occasion, n'a pas de fortune, mais possède une voiture de sport et un appartement près du bois de Boulogne. Elle a été mêlée à différentes histoires louches, mais s'en est toujours tirée de justesse. Histoire louche, quel genre d'histoire? Un peu de tout. Trafic d'influence, escroquerie au mariage, détournement de mineurs. Oh. Ouais. Son nom a été souvent cité sans que l'on puisse jamais rien prouver. Ah, bah, c'est intéressant, ça. Oui, hein. Bon, c'est tout? Pour elle, oui. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le chauffeur. Le chauffeur. Bon. Léon Vouzeron. Il est bien connu chez nous. 5 condamnations pour délits divers entre 1944 et 55. En 56, on l'a arrêté dans une affaire de meurtre. De gros soupçons pesaient sur lui, mais il a bénéficié d'un non-lieu. Pas de preuves contre lui. Les témoins se sont rétractés la dernière minute. On leur avait arraché des aveux par la force. Vous voyez le genre? Oui, je vois. Bon, et depuis ce temps-là? Il n'y a plus rien. On n'a plus entendu parler de lui. Bon, où demeure-t-il? Ici, dans l'immeuble de ses patrons. Il a une chambre au 8e étage. Bon. Eh ben, on va faire un brin de conversation avec cet intéressant jeune homme. Oui. Ah, non, pas tout de suite. Mais vous attendez quelqu'un, patron? Pas moi, non. C'est probablement le père de la victime, monsieur Le Castelet. Ah, voilà. Ah, bah oui. Où est-elle? Dans sa chambre. Madame Lussac est à côté d'elle. Vous arrivez de Bordeaux, monsieur? Qui est cet homme, Philippe? Le commissaire Legrand. Oh, excusez-moi de ne pas vous avoir présenté, mon beau-père, monsieur Le Castelet. Vous arrivez de Bordeaux, monsieur Le Castelet? Oui. Vous avez laissé vos bagages en bas, père? Non, je les ai mis à la consigne après vous avoir appelé. Vous avez pris le train de nuit? Oui. À quelle heure? Monsieur, je viens d'apprendre le décès de ma fille unique, dans des conditions que vous savez. Vous jugerez avec moi que le moment est mal choisi pour me poser des questions oiseuses. Bonjour, monsieur. Philippe, je vais près de Jacqueline. Tenez compagnie à ce policier. Excusez-le. Il n'a jamais eu le caractère facile. Il est bien évident que dans les circonstances présentes... Oh, mais je comprends très bien. D'ailleurs, je dois m'en aller moi aussi. Pouvez-vous demander à votre beau-père de passer à mon bureau? J'aimerais lui poser quelques questions. Vers 9h30, par exemple? Je le lui dirai. À tout à l'heure, monsieur le commissaire. Tout à l'heure, monsieur Vergnol. Oh, monsieur.
Qu'est-ce que c'est? Police. Oui. Vous êtes bien Léon Vouzeron? Mon nom est sur la porte. Commissaire Legrand, nous pouvons entrer? Bah oui. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que Madame Vergnol est morte? Quoi? Oh, c'est pas vrai. Madame Vergnol, la femme de votre patron, a été assassinée dans son appartement hier soir entre 19 et 22 heures. C'est pas vrai. Bah ça alors, si je m'y attendais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui l'a tué? Pourriez peut-être nous le dire? Moi? Pourquoi? Dis, Vouzeron, fais pas le mariole. On t'a pas encore oublié chez nous, tu sais. Tu te souviens, il y a 7 ans, le meurtre de Bercy? Ah, ça y est, ça recommence, alors. Ah, c'était trop beau pour durer. J'aurais bien dû me douter que vous essayeriez de me coincer à nouveau un jour ou l'autre. Non, personne n'essaye de te coincer, comme tu dis. Bon, il se trouve que ta patronne a été tuée. C'était le chauffeur de son mari. Mais alors? Quand même pas parce que j'ai fait de la tôle l'autre fois que vous devez me tomber dessus. Puis d'ailleurs, on n'a rien trouvé contre moi. Oui, ça, je sais. Les témoins avaient été achetés à temps. Tu la connaissais bien, Madame Vergnol? Oh. Non. Je l'emmenais promener de temps en temps quand son mari était au bureau. Je m'envoyais la chercher pour qu'elle prenne l'air. Mais ça arrivait pas souvent. Elle aimait pas la voiture. Elle trouvait toujours que j'allais trop vite, même à 30 à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Ah, j'ai cavalé. Le patron était en retard, il m'a fait foncer toute la soirée. C'est pas un emploi du temps, ça. On était en province, à Orléans. On devait repartir en fin d'après-midi, mais à 7h30, on y était toujours. Alors, le patron est arrivé et on a filé. Il m'a fait cavaler pendant tout le trajet. Il était invité à la porte d'Orléans et il voulait y être avant 9h. Heureusement que la route est bonne. On est arrivé à l'heure pile. Et là, tu l'as attendu en bas de l'immeuble? Oh, pas longtemps. Bon, j'ai à peine eu le temps d'aller acheter le journal, il était déjà de retour. Il n'est pas resté plus d'un quart d'heure chez ses amis. Et puis ensuite, je l'ai emmené au restaurant. Chez Michel, vous connaissez? Oui. Qu'est-ce que t'as fait alors? J'ai dîné, pardi. Où? Dans un bistrot à côté. Vous n'avez qu'à demander au chasseur du restaurant. Quand j'ai déposé le patron, je lui ai demandé où je pourrais manger. C'est lui qui m'a donné l'adresse. C'était à 100 mètres à peine. Quelle heure était-il? 10h moins 17. Oh. Ça vous étonne, hein, que je sois aussi précis. Oui. En descendant de voiture, M. Vergnol a regardé l'heure et il a dit 10h moins 17, je suis en retard de 3 quarts d'heure, ils vont sûrement râler. Alors, messieurs, vous êtes contents? Ouais. On vérifiera, tu sais. Oh, vous pouvez y aller, j'ai pas peur. Dis-moi, Vouzeron, ton patron, M. Vergnol, il est au courant de ton passé orageux? Oui. Il m'a engagé tout de suite après que je suis sorti de tôle. Quand vous n'avez pas pu me coller le meurtre de Bercy sur le dos. J'arrivais pas à trouver de boulot. Il avait mis une annonce. J'ai écrit. Il cherchait un chauffeur qui soit capable de se bagarrer. Tiens, pourquoi ça? Quand il balade des millions de camelotes dans sa voiture, il y a des gens que ça pourrait tenter. Il voulait un gars qui n'ait pas peur devant un truand. Alors je lui ai dit qui j'étais. Il a attendu 2 jours, il m'a prévenu que c'était d'accord. Et sa femme, elle était au courant, elle aussi? Je lui ai jamais demandé. Mais je pense que oui. C'est probablement pour ça qu'elle n'était pas plus aimable avec moi. Tu as une arme? Oh, c'est-à-dire... Ah oui ou non? Oui. Monsieur Vergnol a un permis, mais il veut pas trimballer un feu sur lui, alors c'est moi qui l'ai. Mais je m'en suis jamais servi, hein. Où est-il? Dans la commode. Non mais attendez, je vais vous le donner. Laisse donc. L'inspecteur Ourtin le trouvera très bien. Dis donc. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce fric? Il y a au moins 1 million. Il y en a même 2. Depuis 6 ans que je travaille pour Monsieur Vergnol, j'ai fait des économies. Il me paie pas trop mal. T'as pas entendu parler des banques? Parce que c'est commode pour garder son argent. Ah, sûr que j'ai entendu parler des banques. Malheureusement, elles ont entendu parler de moi. Alors chaque fois que j'ai voulu me faire ouvrir un compte, on m'a regardé d'un sale œil, et puis j'ai fini par y renoncer. Pour arriver à convaincre ces gens-là qu'on mène une vie normale, c'est un peu dur, croyez-moi. Parce que tu t'es acheté une conduite. Vous avez plus entendu parler de moi depuis 7 ans. Et tu crois que ça prouve quelque chose? Mais
qu'est-ce qu'on vient chercher ici, patron? Oh, les gares, moi, ça me démoralise. On cherche la consigne. Oh, bon. Le vieux monsieur Le Castellet prétend être arrivé de Bordeaux ce matin. Le train de nuit entre en gare à 6h35 et il a téléphoné à son gendre 10 minutes plus tard. Donc c'est plausible. Alors? Eh ben alors j'y crois pas. Moi. Alors, en somme, on va demander aux employés s'ils ont bien vu descendre du train un vieux monsieur aux cheveux blancs, mince et peu aimable, hein. Ah, c'est gai, hein. On n'a pas fini. Non, ça va être beaucoup plus simple. S'il vous plaît. Oui. Police. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quelle heure êtes-vous en service à la consigne? À 6 heures, pourquoi? Vous étiez là à l'arrivée du train de Bordeaux? À 6h35, oui. Bon, nous recherchons un voyageur qui aurait déposé ses bagages à la consigne. Ah, ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Les gens qui arrivent après le train de nuit, en général, ils sont pressés de rentrer chez eux. Ils traversent la gare comme ça à toute vitesse pour avoir un taxi. Remarquez, c'est idiot parce qu'il y en a toujours des tas. Sauf en période de pointe, naturellement, parce que alors, les retours de vacances... Oui, bon, alors, nous autres... parmi ceux de ce matin, avez-vous remarqué un monsieur âgé, les cheveux blancs, grand, très sec, et qui s'appuie sur une canne? Ah, j'ai rien vu comme ça. Bon, vous êtes sûr? Et dites, j'ai l'œil, moi, non? Oui. Seulement, il y avait une petite dame avec un bébé et un chien. Elle traînait 2 grosses valises. Je l'ai remarqué d'ailleurs parce qu'elle portait un manteau vert, bon, exactement allez, comme celui allez, qu'elle a dans bonjour la chez liste. vous, hein. Au revoir. Voilà. Asseyez-vous, monsieur Le Castellet. Je vous remercie d'être venu. Quand avez-vous vu votre fille en vie pour la dernière fois? Le 5 du mois dernier. À quelle occasion? Je suis venu lui rendre visite, ainsi d'ailleurs que cela m'arrivait régulièrement. En quels termes étiez-vous avec la victime? Votre question est ridicule et impertinente, commissaire. Jacqueline était ma fille. Je lui portais une grande affection. Connaissiez-vous des ennemis à madame Verniol? Ridicule. Mais vous-même, monsieur Le Castellet, n'aviez-vous aucun motif de vous plaindre de votre fille? Aucun reproche à lui adresser, aucune raison de lui en vouloir? Ah, cette fois-ci, c'en est trop, commissaire. Je ne permettrai pas à un policier d'insinuer... Je vous prie de vous calmer, monsieur Le Castellet. Vous avez prétendu être arrivé par le train de Bordeaux ce matin. Maintenez-vous votre déclaration? Naturellement. Vous avez voyagé par le train de nuit? Oui. Et qu'avez-vous fait de vos bagages? Je les ai laissés à la consigne de la gare de service. Je regrette, monsieur, que vous vous obstiniez à mentir. Oui. Vous n'avez pas déposé vos bagages à la consigne ce matin à l'arrivée du train de Bordeaux. Et je suis enclin à penser que vous n'avez pas voyagé par ce train. Je crois que vous étiez déjà à Paris hier soir, que vous êtes allé voir votre fille à l'insu de son mari, que vous avez dîné avec elle. Mais facile de faire vérifier par le service des garnis si vous avez couché dans un hôtel à Paris. Toutefois, cette enquête risquerait de prendre un certain temps pendant lequel je serais obligé de vous faire garder à vue. Alors nous gagnerions du temps et vous vous épargneriez beaucoup d'ennuis si vous nous disiez tout de suite la vérité. Alors quand êtes-vous arrivé à Paris, monsieur Le Castellet? Hier après-midi. Ah. J'aurais dû peut-être vous le dire plus tôt. Ah oui, c'eût été préférable. Vous êtes allé voir votre fille? Oui. Nous avons parlé un moment, j'ai dîné avec elle et je suis parti. Quelle heure était-il? Oh, je ne sais pas. 8h30, 9h peut-être. Certainement pas plus tard. Comment se fait-il que vous soyez parti si vite? Jacqueline était fatiguée. Qu'avez-vous fait après l'avoir quittée? Je me suis promené au hasard dans les allées du bois de Boulogne, puis je suis rentré à mon hôtel. À quelle heure? Et comment voulez-vous que je le sache? Je n'ai pas l'habitude de regarder ma montre toutes les 5 minutes et de noter mon emploi du temps. Mais dans le cas présent, c'est regrettable. Vous n'avez naturellement rencontré personne que vous connaissiez. Personne. Oui, autrement dit, vous n'avez aucun alibi pour l'heure du crime entre 19 et 22 heures. Vous arrivait-il souvent de venir voir ainsi madame Verniol sans la prévenir de votre arrivée? Elle était prévenue. Elle n'en a rien dit à son mari ni à sa meilleure amie. Savez-vous que votre gendre devait partir en voyage ce matin de très bonne heure pour plusieurs jours? Jacqueline me l'a dit hier soir. Elle n'ignorait pas non plus qu'il serait absent toute la soirée. En somme, votre visite à Paris devait être ignorée de monsieur Verniol. C'est elle qui vous a demandé de venir? Elle m'a téléphoné hier matin pour me dire qu'elle serait heureuse de bavarder avec moi. Hier matin? Vous n'avez pas perdu de temps, alors. Vous êtes précipité dans le premier train, toute affaire cessante. J'ai organisé ma vie et mes affaires, commissaire, de telle façon que je puisse à tout moment m'absenter plusieurs jours de Bordeaux. Si ma fille éprouvait le besoin de m'avoir à ses côtés, je n'avais aucune raison de différer mon départ. Et pour quelle raison vous a-t-elle demandé de venir à Paris? Elle a simplement dit qu'elle aimerait me parler. Et nous voilà.
Ça vous étonne? Ben, franchement, oui, monsieur le Castellet. Je suis surpris qu'un homme de votre âge, posé, pondéré, puisse d'une minute à l'autre se mettre en route pour traverser la moitié de la France sans autre raison que le désir manifesté par sa fille de bavarder un moment avec lui. Madame Vergnol était en bonne santé? Et Jacqueline n'était pas malade. Elle se portait parfaitement. Ben, je crois pourtant savoir que Madame Vergnol était d'une extrême nervosité, qu'elle avait des phobies. Mais ce n'est pas une maladie. Non, non, non. Et dans ces conditions, je m'étonne qu'un père aussi attentionné que vous prétendez l'avoir été téléphone à sa fille à 7h moins le quart du matin, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Je voulais m'assurer qu'elle se sentait bien. Et elle avait une raison de ne pas se sentir bien? Aucune. Comment ça, aucune? Peut-être était-elle un peu fatiguée hier soir. Un peu tendue. Un peu. Suffisamment, en tout cas, pour que vous preniez de ses nouvelles avant 7h ce matin. De quoi avez-vous parlé hier soir? Oh, de choses et d'autres. Je n'avais pas vu ma fille depuis plus d'1 mois, et nous avions l'un et l'autre beaucoup à nous raconter. Madame Vergnol vous écrivait-elle régulièrement? Plusieurs fois par semaine. C'est curieuse. Alors elle sortait peu, ne recevait pratiquement pas, menait une existence très calme, avait un minimum de contact avec le monde extérieur, elle vous écrivait plusieurs fois par semaine, et malgré ça, elle avait beaucoup à vous raconter. Je crois qu'elle éprouvait surtout le besoin de sentir une présence à ses côtés. Jacqueline n'aimait pas la solitude, contrairement à ce que vous paraissez croire. Elle en avait peur. Ah oui, mais son mari était là pourtant. Il devait être absent le soir, parti en voyage ce matin pour plusieurs jours. C'était pas la première fois. Votre fille a reçu hier soir une amie intime, qu'elle a renvoyée en lui disant attendre une visite importante. Qui est cette amie? Madame Lussac. Madame Lussac? Oui. Si ma présence a pu contribuer à écarter cette créature de ma fille, j'en suis heureux. Eh ben, vous semblez pas éprouver une grande affection pour Madame Lussac. Mais pourquoi en éprouverais-je? Mireille a toujours été le mauvais génie de ma fille. Depuis qu'ils étaient enfants, elle la jalousait, l'enviait. Cette personne est une source permanente de ragots, de méchants raconteurs. Je n'ai jamais compris que Jacqueline la reçoive. Elles étaient amies intimes, pourtant. Allons donc. Ma fille la supportait, c'est tout. Mireille faisait semblant de la plaindre, de s'intéresser à elle pour que Jacqueline continue à la voir. Il espérait toujours apprendre par son intermédiaire ce qui se passait dans un milieu auquel elle n'avait pas accès. Connaître les commérages dont mon gendre se faisait l'écho. Votre gendre, oui. Vous l'aimez pas beaucoup non plus, celui-là, hein? Il m'est indifférent. Bah, il était pourtant le mari de votre fille. Si peu. Si peu? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il était toujours par monts et par vaux. Ne lui accordait pas le 10e de l'affection qu'elle méritait. Bah, moi, j'ai pourtant l'impression que M. Vergnol tenait beaucoup à sa femme, et que sa disparition lui est très pénible. Et à moi, commissaire. Croyez-vous que la disparition de ma fille ne m'est pas très pénible? Dans ces conditions surtout. Mais je n'ai rien dit de tel. Quand un homme a la chance d'avoir pour épouse une femme telle que Jacqueline, il se consacre à elle, corps et âme. Les affaires de mon gendre exigent peut-être qu'il voyage, qu'il sorte fréquemment. Il eût alors fallu qu'il transforme ses activités, qu'il apporte à Jacqueline cette chaleur humaine dont elle avait tant besoin. Au lieu de cela, il l'a confinée dans sa solitude. Il n'a pas cherché à partager sa peine, ses anxiétés, les rares joies qu'elle connaissait. Il a préféré donner libre cours à son égoïsme, vivre sa propre vie avec ses affaires, ses amis, ses relations. Oh, je sais, faisait en sorte qu'il ne lui manque rien matériellement. Pourtant, sa fortune, sans même parler de la mienne que j'étais prêt à lui ouvrir pour le bonheur de ma fille, lui aurait permis de passer plus de temps avec elle, de s'intéresser davantage à la santé morale de sa femme. Mais c'était trop lui demander. Non, 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 commissaire, vous avez raison. Je n'aime pas Philippe Vergnol. Ah ben, je vois. Bon, je n'ai pas d'autres questions à vous poser pour le moment, monsieur le Castellet. Seulement, je vais vous demander d'attendre quelques minutes dans la salle d'attente. Un inspecteur va recueillir votre déposition en bonne et due forme. Voilà, par ici, je vous prie. Courtin? Oui, patron. Bon, tu as vérifié l'alibi du chauffeur? Oui, patron. Oh, c'est exact. Alors, il est arrivé au restaurant avec monsieur Vergnol à 10h moins le quart. Enfin, à 1 ou 2 minutes près. Hein. Oui. Il est entré au bistrot à 10h moins 10, exactement. La patronne est certaine de l'heure, parce qu'il y avait une émission de télé qui commençait juste à ce moment-là. Il y a un poste dans le troquet. J'ai téléphoné à la télévision, et ils étaient à l'heure pile. Bon, et le fric? J'ai vérifié combien Vergnol le paye, et il pouvait en effet mettre de l'argent de côté depuis quelques années.
Alors, quant au flingue, Vergnol a bien un permis qui correspond à l'arme qu'on a trouvée. Il a tout l'air de s'être acheté une conduite, notre ami Vouzeron. Vergnol est arrivé? Pas encore. Pas encore, mais j'ai convoqué Madame Lussac, comme vous m'aviez demandé, patron. Alors, Oui. elle est là. Bon, je vais la voir. Très bien. Bon, toi, pendant ce temps-là, prends la déposition du vieux Le Castellet. Il fait traîner un peu les choses. Je veux pas qu'il parte d'ici avant que j'ai interrogé Mireille Lussac et Vergnol. On sait jamais, je ferai peut-être une confrontation tout à l'heure. Oui, seulement, je te préviens, méfie-toi, c'est un coriace. Il prétend que sa fille lui a demandé de venir à Paris, mais je suis pas arrivé à savoir pourquoi. Alors si tu peux, essaie de lui faire dire. D'accord, patron, faites-moi confiance. Oui. Asseyez-vous, madame. Vous avez dû trouver mon bureau facilement. Les locaux de la police vous sont familiers, je crois. Je comprends mal. Vous comprenez très bien, au contraire. Vous avez déjà eu avec certains de nos services des relations, disons, étroites. Vous n'avez jamais été inculpé, mais il s'en est fallu d'assez peu à plusieurs reprises. Est-ce pour m'insulter que vous m'avez convoqué, commissaire? Voilà, jouez pas les vertus outragés, puis parlez-moi de vos moyens d'existence. Je ne crois pas que mes moyens d'existence aient un rapport avec votre enquête. Cette pauvre Jacqueline... Laissez donc cette pauvre Jacqueline tranquille et répondez à ma question, s'il vous plaît. Mon mari avait une assurance vie, ça et je vous faites à l'occasion quelques traductions, je sais. Oui, seulement ça, c'est bon pour le percepteur. Seulement c'est insuffisant pour expliquer votre train de vie. Appartement de luxe, voiture étrangère de sport. Alors? Vous êtes bien curieux, commissaire. J'ai quelques amis. Certains d'entre eux ont eu pitié de moi et m'aident à l'occasion. De leur plein gré? Que voulez-vous dire? Bon, vous le savez bien. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Entre autres, un procédé que des personnes sans délicatesse appellent le chantage. Vous êtes monstrueux! Non, mais n'est pas maître chanteur qui veut. Pour pouvoir extorquer de l'argent à des victimes, il faut disposer d'un moyen de pression à leur égard. Posséder une source d'information grâce à laquelle des renseignements vous parviennent régulièrement sur les frasques extra-conjugales, transactions en marge de la légalité et autres peccadilles susceptibles de fournir une source de revenus régulier, mais généralement confortable. Pas vrai? Vous êtes complètement fou. Oui, ça je suis fou. Mais oui, une vieille amie, une amie d'enfance dont le mari évolue dans les milieux où ce genre de situation se rencontre le plus souvent, aurait pu constituer pour vous une mine d'informations idéale, presque inépuisable. Quitte pour se concilier les bonnes grâces de l'ami en question, à afficher vis-à-vis d'elle une attitude de compréhension, de dévouement désintéressé, de compassion pas forcément sincère. Qu'en pensez-vous, Madame Lussac? Quel jeu jouez-vous, commissaire? Je désire simplement vous faire comprendre que vous n'avez pas intérêt à me mentir. Que vous avez tout à gagner en répondant franchement à mes questions. Ah, mais oui. C'est très fort. Vous savez mettre vos témoins en état d'infériorité. Eh bien, que voulez-vous savoir? Madame Vergnol, vous fournissez bien ce genre de renseignements. Il lui est arrivé de me raconter certaines choses dont son mari lui avait parlé. Mais je n'ai jamais... Naturellement, elle n'était pas consciente du rôle que vous lui faisiez jouer. Suis-je tenue de répondre? Que serait-il passé si elle l'avait appris? Je ne me suis jamais posé la question. Elle aurait probablement refusé de me voir. C'est tout? Qu'aurait-elle pu faire d'autre? Elle aurait pu par exemple vous menacer de tout révéler, de faire éclater le scandale, de vous dénoncer à la police. Ça vous aurait mis dans une position fâcheuse, n'est-ce pas? Vous auriez alors cherché un moyen de la faire taire, de l'empêcher de parler. Un moyen définitif, si possible. Vous auriez pu, à l'occasion d'une de vos visites, faire semblant de quitter l'appartement en lui recommandant de ne pas vous raccompagner. On ne se gêne pas entre vieilles amies, n'est-ce pas? Vous auriez pu vous cacher derrière une porte ou dans un placard, attendre qu'elle soit seule, et venir la rejoindre à un moment où elle serait incapable de se défendre, pendant qu'elle se baignerait, par exemple. Mais vous êtes fou! Oui, vous me l'avez déjà dit. Enfin, vous m'accusez du meurtre de Jacqueline? Non, rassurez-vous, je n'accuse personne. Enfin, pas encore. Je me contente d'échafauder une théorie. Alors, qu'en pensez-vous? Je ne répondrai pas. À votre aise, alors moi je vais continuer. Si votre amie Madame Vergnol avait découvert votre petit jeu, peut-être aurait-elle voulu, avant de vous dénoncer, s'en ouvrir à quelqu'un en qui elle ait eu toute confiance. Son père, par exemple. Ce vieil imbécile.
Ah, imbécile, voilà un qualificatif que j'aurais pas songé à appliquer à monsieur le Castellet. Oui, vous avez raison, pas imbécile, mais dur, méchant, fourbe, orgueilleux. Pourquoi dites-vous cela? On voit que vous ne le connaissez pas. Moi, j'ai dû le supporter depuis toujours. Il réprouvait l'amitié qui nous liait, sa fille et moi, parce que je n'étais pas de la même classe sociale. Il avait peur pour Jacqueline de ce qu'il appelait de mauvaise fréquentation. Il a toujours vécu dans la crainte qu'elle se mésallie, qu'elle ne fasse pas honneur à son nom. Il n'y a que ça qui compte pour lui, l'intégrité de son nom. Il n'a pas eu à se plaindre de sa fille sur ce plan, à part son mariage qu'il ne semble pas avoir approuvé. Oui, oh, la pauvre. Qui aurait eu à se plaindre d'elle? Elle était si terne, si plate, comme éteinte, et ça empirait tous les jours. Comme une maladie? Mais c'était une maladie, commissaire. De nerveuse, Jacqueline était devenue anxieuse, et puis neurasthénique. Elle avait peur de tout, ne supportait plus rien. Non, Jacqueline était une malade, une grande malade. Et son mari, quelle était son attitude? Philippe, oh, il a été très bon avec elle. Il l'a toujours entourée autant qu'il a pu le faire. Avec sa maladresse d'homme, naturellement, enfin, d'homme trop occupé. Il a beaucoup de travail, son affaire a pris une grosse importance. Il pouvait de moins en moins souvent lui consacrer ses soirées, ses week-ends. Oui, je vois. Je vois seulement, vous vous écartez du sujet, Madame Lussac. Alors, revenons à votre soirée d'hier, si vous le voulez bien. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, monsieur Verniol. Non, mais je vous en prie. Votre femme avait-elle l'habitude de consulter régulièrement un médecin? Oui. Un spécialiste? Oui. Oui, votre femme était malade, n'est-ce pas? Elle était atteinte d'une maladie nerveuse. Vous l'avez appris. Eh bien oui, c'est exact. J'espérais que cela ne se saurait pas, mais... En quoi consistait exactement sa maladie? Je ne voudrais pas me lancer dans des explications compliquées. Disons que c'était une sorte de neurasthénie aiguë, à évolution rapide. Jacqueline se repliait complètement sur elle-même, ne voulait plus voir personne, se refusait à tout contact avec qui que ce fût, sauf peut-être son ami Mireille Lussac. Et vous-même? Ah, monsieur le commissaire, elle me considérait comme un étranger depuis de nombreux mois. Elle supportait ma présence, c'est tout. Encore ne la supportait-elle que très difficilement. Enfin, je crois savoir que vous la lui imposiez de moins en moins. Vos activités professionnelles vous accaparaient. Je ne vois pas de raison de vous cacher la vérité, monsieur le commissaire. Mon foyer n'existait plus depuis longtemps déjà. J'ai fait la connaissance il y a 2 ans d'une jeune fille à laquelle je me suis beaucoup attaché. Ah. Cela n'enlevait rien à l'affection que je portais à ma femme. Mais plus celle-ci me fuyait, plus j'étais attiré vers la tendresse, vers l'amour que m'apportait cette jeune fille. Non mais comprenez-moi bien, je ne retirais rien à Jacqueline, c'est elle au contraire qui refusait ce que j'essayais vainement de lui donner. Je vous sais de votre franchise, monsieur Verniol. Comment évoluait la maladie de votre femme? Elle était pratiquement incurable. Elle s'acheminait doucement vers une sorte de refus, un refus de vivre, et probablement vers le suicide. Avez-vous envisagé de la faire interner? J'y ai pensé, oui. Il y a quelques mois. Mais j'y ai renoncé aussitôt. Jacqueline, voyez-vous, conservait toute sa lucidité. C'eût été pour elle une chose abominable. Oui, et puis votre problème personnel n'en aurait d'ailleurs pas été résolu pour autant. Le divorce aurait alors été impossible. Je crains que vous m'ayez mal compris, monsieur le commissaire. Ah? Il n'était pas question de divorce. En aucun cas, je n'aurais infligé cela à Jacqueline. Ma compagne ne l'ignorait pas, je l'avais mise au courant dès le début de notre liaison. J'ai fait en sorte que personne n'ait le moindre soupçon, que ma vie aux yeux de tout un chacun soit exemplaire. Jacqueline ne l'aurait pas supporté. Nous n'ignorions pas, cette jeune fille et moi, qu'il nous faudrait attendre peut-être encore plusieurs années avant de pouvoir nous aimer au grand jour, mais... Oui, je crois comprendre. Seulement, le problème posé par la mort de Madame Verniol demeure entier. Vous avez des soupçons, monsieur le commissaire? Oh, vous savez, alors là, des soupçons. Il y a d'abord Madame Lussac, qui pouvait souhaiter la disparition de votre femme. Mireille? Mais elle était la meilleure amie de Jacqueline. Bon, en apparence, oui. C'est incroyable. Je vous expliquerai, monsieur, plus tard. Madame Lussac reconnaît avoir vu votre femme hier soir.
Oui. Elle prétend être partie vers 19h sur la demande de Madame Vergnol qui attendait une visite importante. Elle ne peut pas justifier de l'emploi du temps de sa soirée. Alors elle aurait fort bien pu se cacher dans votre appartement, attendre le départ du mystérieux visiteur et tuer Madame Vergnol. Enfin, c'est abominable, Mireille, enfin. Non, ça, je ne peux pas le croire. À vrai dire, moi non plus. Si Madame Lussac était coupable, je ne crois pas qu'elle aurait mentionné sa courte visite à votre femme. Puis, de plus, elle se serait arrangée à disposer d'un alibi à toute épreuve. Mais ce visiteur que ma femme attendait... Oui. Vous l'avez identifié? Oui. Ah. Oui, et puis vous allez être surpris. Il s'agissait de Monsieur Le Castellet, votre beau-père. C'est impossible. Il est arrivé de Bordeaux ce matin. Oui, c'est ce qu'il a essayé de me faire croire. Mais en réalité, il est arrivé hier après-midi. Il a passé 2 heures en compagnie de sa fille, avec laquelle il a dîné. Enfin, que venait-il faire? Bavarder avec votre femme. Oui, bavarder, ce sont ses propres termes. Il dit être parti de chez vous vers 9h, mais ne peut le prouver. Il affirme également que Madame Vergnol était en vie lorsqu'il l'a quittée, mais il ne peut pas non plus le prouver. Mon beau-père ne peut être le responsable de... Oh, non, monsieur le commissaire, non. Il adorait Jacqueline. Il lui vouait un véritable culte. Non, c'est absolument impossible. N'avait-il pas le meilleur des motifs? Votre femme, dites-vous, était lucide, se rendait compte de sa déchéance progressive. Elle en souffrait, évidemment. Alors son père ne l'aurait-il pas tué, précisément pour mettre un terme à cette lente agonie qui déchirait sa fille bien-aimée? C'est incroyable. Ça, évidemment, vu sous cet angle. Nous allons d'ailleurs être fixés très vite maintenant. Monsieur Le Castellet est dans le bureau voisin. Je dois lui poser encore 1 ou 2 questions et je désire le faire en votre présence. Non, mais croyez-vous que cela soit nécessaire? C'est indispensable. Monsieur Le Castellet, s'il vous plaît. Et je ne comprends pas pourquoi. Philippe, que faites-vous ici? Que signifie cette comédie, commissaire? Asseyez-vous, monsieur Le Castellet. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà, le parquet a été saisi. Un juge d'instruction va être désigné d'un instant à l'autre. Et je suis en mesure de lui fournir un dossier au sujet de la mort de Madame Vergnol. De fortes présomptions pèsent sur vous. Oui, vous aviez un motif pour souhaiter que votre fille disparaisse. Un motif humanitaire, je vous l'accorde. Seulement, moi, je n'ai pas entré dans ce genre de considération. Vos paroles sont méprisables. Non, laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Vous avez reconnu avoir passé un long moment aux côtés de la victime à l'heure approximative de sa mort. Vous n'avez pas d'alibi. Il me manque toutefois la réponse à une question précise que je vous ai posée à plusieurs reprises, mais à laquelle vous avez toujours répondu de façon évasive. Monsieur Le Castellet, pour quelle raison êtes-vous venu à Paris hier après-midi? Pour voir ma fille, sur sa demande. Elle désirait me parler. Enfin, ce n'était pas la première fois que Jacqueline vous téléphonait pour vous appeler. D'habitude, vous ne vous dérangez pas. En effet. Mais il y avait hier, dans la voix de ma fille, une frayeur qui m'a incité à prendre le premier train. Une frayeur. Vous savez bien que Jacqueline était malade, qu'elle allait de frayeur en frayeur. Taisez-vous, Philippe. Pourquoi? Enfin, c'est pas ma faute si votre fille était neurasthénique. Peut-être n'êtes-vous pas responsable de sa maladie, mais de son évolution, vous l'êtes certainement. Allons donc. Oh, votre fille était folle. Folle à enfermer. Mais cela, vous ne l'auriez jamais admis. Votre orgueil était trop grand pour accepter que votre fille unique finisse ses jours dans un asile. Mais vous avez préféré la tuer de vos propres mains. Philippe, taisez-vous, c'est préférable. Vous l'avez vue hier soir. Elle vous a raconté je ne sais quel nouveau mensonge que lui suggérait sa pauvre imagination en délire. Vous avez alors réalisé à quel point elle en était arrivée, et vous l'avez tuée. Je ne sais pas ce que vous espériez, commissaire, en me mettant ainsi en présence de mon gendre. Mais je crois le deviner. Et je crois aussi que vous avez réussi. Ma fille m'a dit hier soir... Quoi qu'elle ait pu vous dire, c'est le fruit de son imagination. Son état s'était encore aggravé depuis votre dernière visite. Elle vivait dans un monde imaginaire. Hier matin, avant de quitter son domicile, mon gendre a eu une conversation avec sa femme. Il lui a fait part de son désir de divorcer pour refaire sa vie ailleurs. Ma fille s'y est catégoriquement refusée. Son mari lui a déclaré alors qu'elle disposait de 3 jours pour réfléchir, jusqu'à ce qu'il revienne de Londres. Si elle s'obstinait dans son refus, il ferait en sorte qu'elle soit internée dans un asile d'aliénés, ainsi que le justifiait son état de santé. C'est aberrant. J'avais l'intention de mener une enquête aujourd'hui même, afin de savoir si effectivement mon gendre avait une maîtresse. Malheureusement, le meurtre de ma fille vient à l'appui de sa confidence.
J'espérais que vous auriez le courage de vous faire justice vous-même, Philippe. Mais je vois que vous préférez le scandale de la cour d'assises. C'est vous qu'il faudrait enfermer. Je peux justifier du moindre de mes déplacements hier soir, à l'heure où vous avez assassiné Jacqueline. C'est vrai. Vos clients d'Orléans confirment que vous les avez quittés après 19h30. Vos amis attestent que vous avez fait une apparition à leur cocktail entre 21h et 21h15. Vous êtes effectivement arrivé au restaurant à 21h45. Vous voyez? Oui, je vois. Mais en refusant le divorce hier matin, votre femme a signé son arrêt de mort. C'est 3 jours de réflexion. Vous n'aviez pas la moindre intention de lui laisser. Seulement, il fallait lui donner l'impression qu'elle avait du temps devant elle. Hein? Vous saviez que Madame Vergnol alerterait son père, lui demanderait de venir, comme elle l'avait souvent fait, mais sans lui dire pourquoi. Le sujet était trop grave pour qu'elle en parle au téléphone. Et pourtant, vous pensiez pas que M. Le Castellet arriverait à Paris dès hier. Vous n'étiez même pas certain qu'il viendrait. Vous êtes passé bien près du crime parfait, M. Vergnol. Commissaire, je n'admets pas. Vous avez un merveilleux alibi, construit de main de maître, inattaquable. Pour vous. Mais pas pour votre chauffeur. Il a eu le temps de revenir chez vous, muni de votre clé pour assassiner votre femme. Et quand? Il était tout le temps avec moi. Non. Il vous a déposé chez vos amis près de la porte d'Orléans à 21h et vous a retrouvé 3 quarts d'heure plus tard à quelques centaines de mètres du restaurant où vous êtes arrivé ostensiblement avec lui, faisant même remarquer l'heure tardive aux chasseurs. Oh, c'est absurde. Vous connaissiez ses antécédents, saviez qu'il avait été inculpé de meurtre il y a quelques années puis relâché, les témoins s'étant rétractés. Avez-vous découvert la preuve de sa culpabilité? Ça, je l'ignore, puis ça n'a pas d'importance. Vous lui avez remis 2 millions pour tuer votre femme. 2 millions, ce n'était rien pour vous, mais c'était énorme pour lui. Et votre sécurité était assurée. Jamais vous ne vous ferait chanter. C'est lui, le meurtrier, pas vous. Ah, vous allez sauver votre tête. Vous ne serez condamné qu'aux travaux forcés, à perpétuité probablement. Si. Vous n'êtes que l'instigateur du crime. Mais pour Vouzeron, avec son passé, c'est la peine de mort assurée. Ce n'est qu'une théorie insensée. Non, c'est une certitude. Vous avez eu l'intelligence de me parler de votre maîtresse vous-même avant que je découvre son existence. Ah, ça vous permettait de renverser la situation, de vous attribuer le rôle de la victime. Mais en réalité, vous n'étiez prêts ni l'un ni l'autre à attendre encore des années la mort de Madame Vergnol. Enfin, sa mort naturelle. Écoutez, monsieur le commissaire. Non, ne perdez pas votre temps. Les adjoints recherchent en ce moment les chauffeurs de taxi qui se trouvaient en stationnement près de la porte d'Orléans hier soir vers 21h15. Nous retrouverons celui qui vous a amené jusqu'à l'endroit où vous aviez rendez-vous avec votre chauffeur, près du restaurant. Cette double vie, c'était devenu un enfer. J'en pouvais plus. Il fallait en finir, sinon... À quoi bon vivre? C'est un mot d'assassin, monsieur Vergnol. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « À quoi bon vivre ?» film radiophonique de Franck Legris, avec Jacques Morel, Henri Poirier, Jacques Sapin, Philippe Dumas, Marcel Lestan, Louis Perdoux et Nicole Verville. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Jean Deloron. Collaboration technique Geneviève Laureau. Assistante Suzanne David. Réalisation Pierre Billard.